Bonjour et bienvenue sur Overlook, j'espère que vous allez bien. On va reprendre le contenu cinéma comme je vous l'avais annoncé il y a 2 mois. Je vous ai d'ailleurs livré l'épisode 2 de la bonne séance il y a quelques semaines qui était consacré à Kwaidan et j'espère que la vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, on va faire une séquence analyse. Donc c'est une émission que j'avais fait à l'époque sur Padawam HD et j'ai fait 2 épisodes, un qui était consacré à Breaking Bad, un autre à Interstellar. Le but de ces émissions, c'est de faire des analyses plan par plan d'extraits de films. C'est une émission qui avait pas mal plu à l'époque et qui m'apportait personnellement quelque chose, donc j'ai décidé de la réintroduire sur Overlook. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Irishman, qui est réalisé par Martin Scorsese et qui est sorti en 2019. Juste pour vous dire, j'ai mon iPad à droite, je vais de temps en temps le regarder parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, que ce soit en introduction, mais également dans l'analyse de séquences, puisqu'il y a 4 séquences à regarder ensemble. Donc je voudrais pas dire trop de bêtises et essayer de structurer un peu le truc. Donc voilà, j'ai mes notes à côté, ne vous en offusquez pas. Donc j'espère que vous avez un peu de temps parce qu'on va passer un certain temps ensemble. Donc le film est sorti en 2019 sur Netflix. Il n'a pas pu bénéficier en dehors des États-Unis et du Canada d'une sortie en salle. Et encore, la sortie en salle des États-Unis et du Canada, c'était très discret. Il y a eu une seule diffusion en France, c'était à l'Institut Lumière en la présence de Martin Scorsese qui avait fait le déplacement. Et sinon, rien du tout. Donc Netflix, évidemment, est la cause de ça, parce qu'ils ont les droits de diffusion, ils ont mis beaucoup d'argent dans le film. Il se trouve que Martin Scorsese, il essaye de faire Irishman depuis 2008, et il a eu beaucoup de mal à financer son film, et la Paramount, qui devait à la base financer une grosse part du film, s'est retirée en 2017, et du coup le film s'est retrouvé sans financement, et Netflix a toqué à la porte, et voilà, je veux dire, au bout d'un moment... Martin Scorsese, il a saisi les opportunités qui se présentaient à lui. Donc c'est vraiment dommage que le film n'ait pas pu bénéficier d'une sortie en salle parce que c'est pas du tout une production Netflix comme on pourrait l'entendre. Il n'y a pas l'uniformisation esthétique et en termes de réalisation qu'on peut trouver dans les productions Netflix qui sont vraiment des trucs juste faits pour vous vendre un abonnement Netflix. Ici vraiment c'est un vrai film d'auteur, c'est un vrai film canon dans la filmographie de Martin Scorsese. C'est le dernier épisode d'une trilogie qu'il a amorcée en 90 avec Les Affranchis et ensuite Casino. C'est un film qui est très ambitieux, qui dure 3h30, qui raconte 50 ans d'histoire de société américaine. Ça part de la Seconde Guerre mondiale, ça va jusqu'au milieu des années 90. On le sait parce qu'en fait, à la toute fin du film, le personnage principal, Frank Sheeran, est à la maison de retraite et en fait, on a un petit moment où on a les informations du JT à la télé et il parle des bombardements de Sarajevo. Donc on sait que ça se termine dans les années 90. Donc c'est un gros morceau, il y a beaucoup de personnages, il y a pas mal d'ellipses, et pourtant on s'en rend à peine compte. C'est vraiment très fluide, la narration est vraiment excellente, elle est vraiment dans la veine de Casino et des Affranchis. Et c'est vraiment pour ma part un film que j'ai adoré, et je n'ai pas vraiment compris pourquoi il est autant décrié. Alors je sais évidemment pourquoi il est décrié, c'est à cause de ses effets spéciaux, et on va en parler tout de suite, mais néanmoins, je veux quand même rappeler que c'est un film qui a la signature de réalisation de Martin Scorsese, qui a le casting des films de Martin Scorsese. On a De Niro, Kettel, Pesci, qui n'était pas là depuis un certain temps. On a Al Pacino, qui n'avait jamais tourné avec Martin Scorsese. Voilà, il y a des gros poids lourds de l'industrie qui sont certes vieillissants, et c'est en partie pour ça que les effets spéciaux ne sont pas aussi bien réussis, mais néanmoins, c'est un casting 5 étoiles, avec un réalisateur 5 étoiles, voilà, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un film qui est beaucoup plus lent, qui prend beaucoup plus son temps, qui est beaucoup moins frénétique que ne peut l'être Casino, et encore moins que The Goodfellas, parce que ce sont des thématiques différentes. C'est globalement un film sur la fin de la vie, sur les regrets, sur la déchéance, on va dire, de la mafia, parce qu'on va les voir de la fin des années 40, début des années 50, où ils sont dans une hyperpuissance en termes d'influence sur la société américaine. On va voir par exemple qu'ils ont notamment participé à l'élection de Kennedy, à son assassinat, au missile de Cuba, etc., etc. Et puis on va arriver vers les années 90 où ils vont progressivement perdre leur influence. Et donc c'est vraiment un film sur une progressive déliquescence, qui n'est pas du tout le cas de Casino, qui était vraiment un film très explicatif sur comment s'est fait Las Vegas, toutes les intrigues autour des casinos, etc.
Et pareil pour The Goodfellas, où c'est vraiment du coup la jeunesse et on va dire la moitié de la vie d'un affranchi, d'un gangster, parce que je pense qu'à la fin des affranchis, il doit avoir à peu près entre 30 et 40 ans. Casino, c'est un homme d'âge mûr, c'est environ 40-50 ans. Et dans The Irishman, c'est pour 2/3 un grand flashback, et 1/3, c'est un homme en fauteuil roulant avec une canne dans une maison de retraite. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et vraiment, c'est une brique narrative importante dans cette trilogie. Ça conclut cette trilogie et ça explique beaucoup de choses. On va partir du principe que vous avez vu le film, donc du coup je vais le spoiler un peu, mais en gros The Irishman, ça parle de Frank Sheeran, donc, qui est un Irlandais, qui dans un premier temps va rencontrer la mafia italienne. Donc son travail à la base, il est camionneur, il fait partie du syndicat des camionneurs. Par l'ensemble de situations, il va se lier d'amitié avec un parrain de la mafia qui est joué par Joe Pesci, et ce parrain de la mafia qui, par confiance envers lui, va l'introduire à Jimmy Hoffa, donc qui est un vrai personnage. D'ailleurs, la plupart des personnages sont vrais, et d'ailleurs on voit, chaque fois qu'ils apparaissent dans le film, on voit la façon dont ils sont morts. Donc pour vous dire que c'est vraiment un film qui parle de la mort, et ça c'est un truc que ne fait pas du tout les deux précédents films. Chaque personnage qui est introduit dans The Irishman, quand on le voit pour la première fois, il y a un petit texte explicatif où on sait qu'il sera tué telle année, de telle façon. Voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse. Donc ce parrain de la mafia qui est joué par Joe Pesci va introduire Frank Sheeran qui est joué par De Niro à Jimmy Hoffa qui est joué par Al Pacino, voilà, qui est le président du syndicat des Teamsters. Et vraiment, on va avoir un film qui nous raconte les liens entre la mafia américano-sicilienne de la côte est des États-Unis et le syndicat des camionneurs, avec ce personnage qui est central au milieu, qui a vraiment le cul entre deux chaises, qui est un personnage vraiment séparé entre deux mondes. Et donc, effectivement, le film a été décrié pour ses effets spéciaux, parce qu'il y a des effets spéciaux de de-aging, de rajeunissement qui ont été utilisés. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps super bien réussi, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une technologie nouvelle. Martin Scorsese n'a pas voulu faire appel à de la motion capture. Si vous regardez par exemple comment sont faits les jeux vidéo, je pense par exemple à Last of Us, Death Stranding, qui sont pas mal documentés sur ce point, mais également les films Marvel. Par exemple, je pense à l'acteur qui joue Hulk dans les films Marvel. Vous pouvez le voir sur des plateaux de tournage. Ils ont déjà des combinaisons, ils ont des ensembles de capteurs sur le visage, et ils ont pour la plupart un arceau avec une sorte de GoPro, une caméra qui va vraiment les filmer frontalement pour avoir derrière toutes les émotions qui vont ensuite être retravaillées à l'ordinateur. Martin Scorsese ne voulait pas ça du tout, il ne voulait pas faire travailler ses acteurs de cette façon-là. Et d'ailleurs, c'est des acteurs qui sont vieux. Joe Pesci et De Niro, ils ont plus de 75 ans. C'est des vieux monsieur, quoi. Enfin, faut se rendre compte de ça, quoi. Et donc, c'est une technologie qui a été développée par ILM. D'ailleurs, c'est un Français qui a bossé là-dessus, et vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Netflix a très très bien documenté ça. Vous pouvez voir une vidéo de 35 minutes, je crois, qui est consacrée à la façon dont ont été faits les effets spéciaux. Et donc, ils ont pris ce parti de ne pas utiliser de motion capture. Donc, c'est une technologie qui est totalement différente et qui est du coup imparfaite, qui n'est pas aussi précise que la motion capture. Et donc, c'est ça qui crée cette vallée dérangeante sur certaines scènes. Je pense par exemple à la scène où De Niro va abattre des soldats allemands en Italie. Effectivement, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Il y a un petit côté dérangeant dans les expressions du visage, et même ça n'est pas le De Niro qu'on a connu dans Taxi Driver, dans Mean Street, dans le Parrain 2, etc. Ce n'est pas le De Niro jeune qu'on a pu connaître. Après, ça peut passer dans la limite où finalement le personnage qui est incarné par De Niro n'est pas De Niro, c'est un autre personnage. Donc si vous le prenez comme ça passe. Vous pouvez vous dire, bon bah voilà, ce n'est pas De Niro jeune que je vois, c'est Frank Sheeran jeune. Voilà. Après, si vous regardez la vidéo d'ailleurs qui est disponible sur YouTube, vous verrez qu'en fait le film est bourré d'effets spéciaux, et en fait dans la plupart des cas, ça se voit pas que les acteurs ont été modifiés. Il y a beaucoup de scènes où en fait ça passe très très bien. Et après, il faut le comprendre. Voilà, c'est des vieux monsieur, et c'est comme ça. Et effectivement, on pourrait discuter de pourquoi Martin Scorsese a fait le choix d'utiliser ses acteurs fétiches De Niro, mais je pense à Pesci. Pesci, franchement, il est vraiment vieux, quoi.
Kettel, ça passe très bien parce qu'en fait, il bouge pas beaucoup dans le film, mais Al Pacino, c'est un mec qui a une gouache encore, donc lui, ça passe encore bien, mais ceux à qui ça déconne pas mal, c'est De Niro, parce que c'est celui qu'on voit le plus bouger, et effectivement, dans la démarche, bah, c'est pas trop ça. Les effets spéciaux, comme j'en ai déjà parlé, et Joe Pesci, bon, bah voilà, quoi, il est vieux. Mais bon, voilà. Je pense que ça n'avait pas de sens de faire ce film sans eux. Je veux dire, c'est les acteurs de la trilogie de la mafia italienne de Martin Scorsese, donc ne pas utiliser ces acteurs-là pour le dernier épisode, ça n'avait franchement aucun sens. Voilà, je pense que je vous ai dit ce que je voulais dire sur Les Affranchis. Je vais parler un petit peu de Martin Scorsese parce que vraiment, il faut se rendre compte de qui est Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'est un homme qui, aujourd'hui, en 2020, a 77 ans. Il a fait Irishman, il avait plus de 75 ans. Il faut vraiment se rendre compte de ça, c'est que c'est un vieux monsieur. Il est né en 1942 et c'est pour ainsi dire le dernier des réalisateurs de ce qu'on appelait le Nouvel Hollywood qui est encore en activité. Les Coppola, les De Palma, bon, il y a encore un petit peu Spielberg, mais je veux dire, tous ces réalisateurs-là du Nouvel Hollywood, dont est issu Martin Scorsese, ils sont quasiment plus en activité. Les seuls qui restent, c'est Spielberg, que je viens de le dire, et Polanski. Est-ce qu'on peut dire que Polanski fait vraiment partie du Nouvel Hollywood ? Oui et non. C'est quand même un réalisateur européen à la base, même s'il a eu une petite carrière à Hollywood. Et oui, il y a Terrence Malick aussi. Effectivement, il y a Terrence Malick, mais Terrence Malick, c'est vraiment un cas à part. Mais néanmoins, je veux quand même qu'on reconnaisse que faire un film de 3h30 avec autant de personnages à 75 balais, ça reste une putain de performance. Il faut le comprendre. Et d'ailleurs, il va ressortir un film prochainement, et là, il est déjà sur la production d'un nouveau film, donc c'est incroyable. Et moi, Martin Scorsese, si vous voulez, il me fait beaucoup penser à Akira Kurosawa sur les dernières années de sa vie. Akira Kurosawa aussi, c'est un réalisateur qui a été très très prolifique. Martin Scorsese, il a 25 films à son compteur. Akira Kurosawa, il en a 30. Et encore, Kurosawa, les films qu'on connaît, c'est à partir de 1943. Et il se pourrait, il est même, d'ailleurs, c'est pas du conditionnel, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a des films qu'il a réalisés, de ses premiers films qui sont perdus, qu'on ne connaîtra jamais. Donc en fait, il a plus de 30 films. Donc c'est un réalisateur qui est, comme Martin Scorsese, très très prolifique et même encore plus prolifique. Et il a fait en 85 un film qui s'appelle Ran, qui est de son aveu personnel, mais également de l'aveu de l'ensemble des critiques, son film le plus abouti. Et il l'a fait, il avait 75 balais. Ok ? Et c'est un film qui est, pareil, très ambitieux, qui qui a été tourné une bonne partie sur le mont Fuji, sur des terrains arides, alors qu'il faisait froid, où il y avait du dénivelé, etc. Et vraiment, ça force le respect. Et je vais vous montrer un extrait là tout de suite d'un reportage qui a été fait par Chris Marker. Alors je suis désolé s'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, mais bon, voilà. Je vous donne tout, après vous en ferez ce que vous voulez. Mais en gros, Chris Marker, qui est un réalisateur français qui a fait son œuvre la plus connue, c'est La Jetée, qui a été repris par ce Monty Python. Faut que je fasse une pause. Terry Gilliam, voilà, je viens de trouver. Donc, qui a été repris par Terry Gilliam dans son film qui est L'Armée des 12 singes. Donc, je vous invite à vous renseigner sur Chris Marker, à regarder La Jetée, évidemment, à regarder L'Armée des 12 singes. Tout ça, c'est très très bien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Chris Marker, c'est un réalisateur de documentaires français qui est très mystérieux. On n'a jamais trop su qui c'était, qui n'a pas fait grand-chose pendant des années, etc., mais qui a quand même laissé une empreinte forte, et notamment grâce à Lâcheté, mais également à Aka et Sans Soleil, qui sont ces deux reportages les plus connus. Et Aka est consacré donc pour Akira Kurosawa, est consacré au tournage de Ran. Et donc l'extrait que je vais vous montrer, on voit Akira Kurosawa lors du tournage de Ran. On va en parler juste après. こんなタブレットの写真初めてですね。もう頂上そこに見えてるんだけど、それからしんどいんだよな。それとちょうど同じみたいに富士山の
地面がね、もうそこ行こうと思ってこう坂になって大変なぜ上がっていくのがね、ズルズルズルズルして、それとね、やっぱりすごく気圧が違うね。どうも聞こえる、俺どういうの耳遠くなったなと思ってさ、こうやってガンってやってね、バーンって聞こえるだろ、飛行機のあれと同じですね。とにかくよく歩いた写真ですよ。Donc moi, c'est un extrait qui me bouleverse beaucoup parce qu'on voit la détermination, si vous voulez, d'Akira Kurosawa avec cette phrase qui est presque philosophique, qui est j'ai quand même marché pas mal, que je trouve finalement très symptomatique de l'ensemble de sa carrière, qui est un homme qui a énormément travaillé, qui a jamais arrêté de travailler. Et si je vous parle d'Akira Kurosawa, c'est aussi parce que l'avant-dernier film d'Akira Kurosawa qui s'appelle Dreams, donc il a fait Ran, ensuite il a fait Dreams, ensuite il a fait Madadayo, et ensuite il y a Rhapsody d'automne, je crois. Et je ne sais pas d'ailleurs si Rhapsody d'automne a été terminé, je suis plus sûr. À vérifier. Madadayo, par contre, a été terminé. Donc il fait Ran, et ensuite il fait Dreams. Et Dreams, c'est un film qui est très personnel, qui est un ensemble de courts-métrages qui se relient tous les uns les autres parce qu'en fait, c'est le personnage principal qui est un homme qu'on voit évoluer, grandir de court-métrage en court-métrage, est en fait une projection d'Akira Kurosawa. Et dans un des épisodes, ce personnage qui représente Akira Kurosawa rencontre Van Gogh, et Akira Kurosawa a décidé de faire interpréter Van Gogh par Martin Scorsese. Je vous montre l'extrait et on en parle tout de suite après. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside. Then, what do you do? I work, I slave, I drive myself like a locomotive. Time's running out. So little time left for me to paint. Are you all right? You appear to be injured. This? Yeah? Yesterday I was trying to complete a self-portrait. And I just couldn't get the year right, so I cut it off and threw it away. The sun. It compels me to paint. I can't stand here wasting my time talking to you.
Donc vous voyez, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure dans l'extrait de Aka, cette volonté créatrice, cette force qui pousse au travail, à la création. Van Gogh, il dit c'est le soleil qui me commande. Vous voyez, c'est presque divin, si vous voulez, comme représentation. Et il y a cette image de la locomotive, et qui est d'ailleurs très drôle parce que dans une interview qui dure quasiment 2 heures, qu'on peut trouver sur YouTube d'Akira Kurosawa, où il retrace sur 2 heures l'ensemble de sa carrière, quand il parle des films qui l'ont marqué dans sa vie, le premier film qu'il cite, c'est La Roue d'Abel Gance. La Roue d'Abel Gance, donc Abel Gance, c'est un réalisateur français qui est notamment connu parce qu'il a fait un film sur Napoléon, qui est d'ailleurs le film que voulait pas remaker, mais refaire d'une certaine façon Kubrick avec son Napoléon. Donc c'est un réalisateur français qui est vraiment au panthéon de l'histoire du cinéma, Abel Gance. Et dans La Roue, donc c'est l'histoire d'un chauffeur de train nommé Sisyphe. Vous voyez, Sisyphe comme le mythe de Sisyphe, l'homme qui est forcé à pousser une roue, enfin c'est pas une roue, c'est une pierre le long d'une pente pour l'entièreté de sa vie. C'est quelqu'un qui est condamné au travail tout au long de sa vie. Donc vous voyez comment les pièces s'assemblent les unes les autres. On a vous voyez, cette locomotive, ce Van Gogh, l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, et au centre, il y a Martin Scorsese qui, quand on regarde sa carrière, est quelqu'un qui, pour moi, symboliquement, marche dans les pas de Akira Kurosawa, qui suit une carrière similaire, qui à 75 ans sort Irishman, et qui est déjà sur la production de son prochain film. Et voilà, pour moi, c'est admirable. C'est difficile de décrire à quel point j'ai de l'admiration pour ce qu'il fait, si vous voulez, d'être à ce point dédié à son travail, à son œuvre, à son âge. Pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vraiment, je serais très triste le jour où on nous annoncera la mort de Martin Scorsese, parce que je pense qu'on aura vraiment perdu l'un des plus grands réalisateurs américains. Ça, c'est une certitude. Un des plus grands réalisateurs américains, mais même un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma tout court. Voilà. Écoutez, je pense avoir dit tout ce que je voulais vous dire sur Martin Scorsese. Vous voyez, c'est un de mes réalisateurs préférés, et je pense que c'est un de vos réalisateurs préférés aussi. C'est quelqu'un qui sait faire des films qui sont à la fois très divertissants et très techniques, et qui ont une profondeur à chaque fois qui est intéressante. Voilà. On va passer sur l'analyse, et à tout de suite. On se retrouve sur mon logiciel de montage. C'est une stratégie que j'utilise pour berner le bot YouTube. Pour cette première séquence, on est au tout début du film. Je vous ai épargné les 2 premières minutes, qui est en fait un long travelling dans la maison de retraite qui nous permet d'accéder à ce personnage qui est Frank Sheeran, le personnage principal du film, comme je vous ai expliqué en introduction, qui est interprété par Robert De Niro. Dans cette analyse, je ne vais pas vous expliquer plan par plan ce qui se passe. Je ne vais pas vous parler des raccords spécifiquement, je ne vais pas vous parler des valeurs de plan. Je vais vraiment me concentrer sur les détails de mise en scène, parce qu'il y a beaucoup de détails de mise en scène dans Irishman. La façon dont je procède, c'est qu'on va regarder cette séquence ensemble, et ensuite, je vais vous la détailler plus précisément. Il y a une partie que je vais couper à l'intérieur de cette séquence qui ne nous intéresse pas, et je vous le dirai quand on passera à la partie plus intéressante. C'est parti. Et voilà, c'est terminé. Donc c'est plutôt court, mais il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, je vais remettre au début. Hop. Il faut d'abord que je vous explique cette séquence, parce qu'elle est un peu compliquée en réalité. Il y a 3 temporalités différentes. La première temporalité, c'est Frank Sheeran qui est à la maison de retraite. Ensuite, pour un très court passage, il y a ce meurtre qui se passe à un autre moment du film. Et la 3e temporalité, elle commence ici avec ce faire-part de mariage, qui est un flashback, qui est le vrai flashback qui démarre l'histoire. Donc là, on voit qu'il y a un faire-part de mariage pour le mariage de William Bufalino. Et ensuite, dans la partie que je vous ai zappée, voilà, là, on voit Frank Sheeran qui met ses bijoux, il prépare son sac. Et globalement, dans la partie que j'ai zappée, c'est je mets les valises dans la voiture, je prépare le trajet sur la carte. Vous voyez, donc rien de très intéressant. Il y a juste ce personnage qui est intéressant, puisque ce personnage, c'est Russell Bufalino, il est interprété par Joe Pesci. C'est le parrain de la branche de la mafia de la côte Est
pour laquelle travaille Frank Sheeran. C'est un ami intime de Frank Sheeran et c'est également un ami intime de Jimmy Hoffa. L'histoire de Irishman, c'est Frank Sheeran qui rencontre Russell Bufalino, qui s'en fait un ami intime. Russell Bufalino, par confiance envers Frank Sheeran, présente Frank Sheeran à Jimmy Hoffa, qui est le patron des Teamsters. Et c'est ainsi que se crée la relation entre ces trois hommes. C'est vraiment une histoire d'amitié entre ces trois hommes. Et également une histoire d'un homme qui est tiraillé entre ces deux amitiés. Cet homme, c'est Frank Sheeran. Donc on le voit ici, on a préparé la valise avec Frank Sheeran. Et voilà, et ensuite tout ce petit monde monte dans la voiture et direction le mariage. Pourquoi c'est important de montrer ça au début du film ? Ce mariage est en fait le prétexte à ce meurtre qu'on voit ici. Ici, voilà. Voilà, cette personne qui est en train de se faire tuer, c'est Jimmy Hoffa. Donc le film démarre par l'enjeu principal du film. En fait, c'est d'essayer de comprendre la relation entre ces trois personnages, et on se rend compte, dès le début du film, qu'il y en a un des trois qui va mourir. Le mariage dont on parle depuis le début est en fait le prétexte qui va mener à la mort de Jimmy Hoffa, parce qu'en fait, en allant au mariage, à un moment, Russell Bufalino et Frank Sheeran reçoivent un coup de fil qui leur demande de faire un détour pour aller tuer Jimmy Hoffa. Voilà, donc là, vous avez l'histoire contextualisée. On revient au début. Donc ce qui est intéressant, et on va le voir dès cette première séquence qui vraiment, je trouve, contient tous les enjeux du film, on a un dialogue qui est séparé en deux. Une première partie où Frank Sheeran ne parle pas, il est en voix off, et une deuxième partie où il parle. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce qu'il dit en voix off n'est pas la même chose que ce qu'il dit quand il parle. Regardez. Donc là, il dit « Dans le temps, j'imaginais qu'on peignait vraiment les maisons. Peindre les maisons, paint houses, qu'on a vu d'ailleurs à la fin de la séquence sous forme de titre, c'est une métaphore du milieu mafieux qui veut dire exécuter des contrats, tuer des gens. » Voilà, donc à l'époque, il dit... Donc là, il parle du moment où il était camionneur et membre des Teamsters, il n'était pas du tout lié au milieu de la mafia. Il dit qu'à l'époque, il pensait vraiment que quand on disait ça, on peignait les maisons. En gros, il parle du moment où il était innocent. Et là, quand il parle de ça, il ne parle pas. Il est uniquement en voix off dans sa tête. Il dit « Qu'est-ce que j'en savais ? Je n'étais qu'un employé. » Donc là, en fait, il parle de son anonymat. Il parle du fait qu'il était personne, un nobody, un représentant des Teamsters, finalement un homme tout à fait normal, quoi. Et hop, un pion parmi tant d'autres. Et là, d'un seul coup, il va se mettre à se parler. Et il dit « Jusqu'à ce que je ne le sois plus. » Et Irishman est bourré de détails dans ce genre, où par la mise en scène, vraiment, on essaye de nous faire comprendre que ce personnage est lié à deux univers qui se rencontrent, vous voyez, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et qu'il est tout le temps obligé de naviguer entre l'un et l'autre, vraiment tiraillé entre ces deux univers. Et dès le début du film, grâce à ce dialogue, c'est un choix de mise en scène, on nous le fait savoir. Ensuite, j'avance un petit peu. Voilà, donc là, il dit, c'est là que j'ai commencé à en peindre par moi-même. Voilà. Et là, on a un détail donc, qui est un flingue en gros plan, suivi de la tête de Jimmy Hoffa qui part en arrière, et du sang sur le mur. Alors là, ça, c'est un artifice de montage dont j'ai déjà parlé une première fois dans l'épisode 2 sur Interstellar, mais je vais remettre une deuxième couche aujourd'hui. Donc j'ai un livre à côté de moi qui s'appelle « Esthétique du montage » qui est écrit par Vincent Amiel. C'est ma bible, je ne vais pas vous mentir. C'est un livre que j'ai dévoré, qui explique beaucoup de choses. Et notamment au chapitre 2, il parle du montage discursif. Donc je vais vous lire une petite phrase. « En juxtaposant deux réalités a priori sans commune mesure, donc c'est ce qu'on vient de voir, un flingue et des taches de sang sur un mur, ce montage qui devient discours, et que l'on pourrait donc appeler plus largement montage discursif, oblige chacune de ces réalités à prendre un sens nouveau, à être regardée autrement, à entrer dans la logique d'une signification différente. » Ce que ça veut dire, c'est que par l'utilisation de ces deux gros plans, qui sont des fragments unitaires, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, ou dire un flingue et des taches de sang sur le mur, si vous voulez, comparativement à une scène où on verrait vraiment sur un plan d'ensemble
cette personne en train de se faire tirer dessus. Ici, on choisit de faire un gros plan unitairement sur ces deux éléments. Et ce que ça permet d'expliquer la métaphore dont je vous parlais juste avant, qui est peindre des maisons. Et si on était dans une pièce de théâtre ou dans un film, on utiliserait soit une ligne de dialogue, soit une description dans le livre pour expliquer cette métaphore. Mais ici, on est au cinéma. On peut utiliser le montage, et donc on fait du montage discursif, et on utilise le gros plan pour expliquer quelque chose qui pourrait être expliqué autrement. Mais là, vu qu'on est au cinéma, on peut faire de la narration par l'image, on peut faire de la narration par le montage. Et un peu plus loin dans le livre, parce que lui, il parle de fragments, vraiment, c'est pour ça que je vous parle de fragments également. Il dit cette phrase, il dit « Cette esthétique du fragment trouve sans doute dans le gros plan son mode le plus courant. » Et ça, je vous invite vraiment à regarder la filmographie de Martin Scorsese en détail. Vous verrez que c'est un artifice que Martin Scorsese utilise énormément dans ses films. Voilà. C'est vraiment un adepte de cet artifice qu'on appelle, enfin en tout cas que Vincent Amiel appelle le montage discursif. Allez, j'avance un petit peu. Donc là, on a le faire-part de mariage. Et ici, un détail très important. Donc encore une fois, on va rappeler le tiraillement interne de ce personnage. Cette bague, c'est une bague qu'offre Russell Bufalino à Frank Sheeran. Et cette montre, voilà, c'est une bague qu'offre Jimmy Hoffa à Frank Sheeran. Et vous remarquez qu'il les met sur la main gauche. Et donc symboliquement, c'est la main qui est en lien direct avec le cœur. Moi, par exemple, je suis marié, j'ai une alliance. L'alliance, on la met à la main gauche. Vous voyez ? Et je vous demande de faire attention, si vous re-regardez le film une deuxième fois, de faire attention le nombre de plans où Martin Scorsese s'est débrouillé pour qu'on voit ces deux bijoux de Frank Sheeran. C'est très très important, il y a beaucoup de plans où on les voit, et il y a des séquences qui sont vraiment dédiées à ces deux objets. On voit vraiment Russell Bufalino donner cette bague à Frank Sheeran, on voit Jimmy Hoffa qui offre cette bague également, et ça a vraiment de l'importance dans le film. J'avance un petit peu. Là, on a une signature de réalisation de Martin Scorsese qui est le plan zénithal, qui est quelque chose qu'il utilise dans tous ses films. Voilà, Martin Scorsese, c'est quelqu'un qui est très pieux. Dans sa jeunesse, il a failli être curé, mais il a échoué. Et c'est parce qu'il a échoué à être curé qu'il est devenu réalisateur. Dans tous ses films, de toute façon, il y a des références à la religion. Il a fait un film qui s'appelle La Passion du Christ. Voilà. Personnellement, j'interprète à chaque fois ce plan comme le fait que tous ces personnages sont tous jugés in fine par Dieu. Voilà. J'avance un peu la partie qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et on arrive au rappel donc, de cette métaphore qui est « J'ai entendu dire que tu peignais des maisons ». Alors, j'ai oublié de le dire, mais Irishman est une adaptation d'un livre qui s'appelle « I Heard You Paint Houses ». Donc évidemment, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici au montage au tout début du film, c'est pour rappeler que c'est cette histoire. Mais ce qui est important, et la raison pour laquelle je vous montre cette partie, c'est qu'on a ce petit détail de montage qui est la ligne. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit depuis le début de l'analyse de cette séquence, un personnage tiraillé entre deux mondes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Encore une fois, on voit un objet qui est séparé entre deux, quoi. C'est-à-dire qu'on a une ligne droite qui, d'un seul coup, va se séparer en deux portions, et il y a quelque chose de plein entre ces deux portions. ce quelque chose de plein entre ces deux portions, symboliquement, c'est Frank Sheeran. Donc vous voyez, on a, par la mise en scène, déjà énormément de détails sur ce que va être le film, rien que dans ces 2 minutes 30 d'introduction. Voilà, on passe à la séquence numéro 2. Séquence numéro 2 qui sera beaucoup plus facile à analyser que la première. Ici, on va voir encore une fois une signature de réalisation de Martin Scorsese qui est le panoramique filé. On regarde la séquence et je vous en parle juste après. Ok, on revient au début. Comme je le disais, donc, on vient de voir un plan signature de Martin Scorsese, le panoramique filé, qui n'est évidemment pas le panoramique filé le plus ambitieux qu'il ait fait de sa carrière. Si vous regardez Casino, il y a des panoramiques filés qui sont beaucoup plus ambitieux et où d'ailleurs, lorsque la caméra pivote sur son axe, en fait, il y a des changements de lieu.
Donc en fait, c'est des faux panoramiques filés où tout est reconstitué au montage. Ici, je pense pas que ce soit le cas. Et quel est le but de cette séquence qui apparaît quasiment au début du film? Vous voyez, ils sont toujours en train de se déplacer pour aller au mariage. C'est évidemment pour casser l'image débonnaire et vieux monsieur qu'on a de Russell jusqu'à maintenant. Et là, on voit Russell qui est en train de dormir. Et donc, il faut expliquer qui est ce personnage. Et donc, cette séquence ne sert qu'à ça. Donc là, on a Robert De Niro qui dit... Russell had a piece of everything. Voilà, donc en fait, en français, ils ont traduit par Russell touché à tout. Mais en fait, en anglais, il dit Russell had a piece on everything. Donc on dit a piece of paper, a piece of tissue, vous voyez. Et c'est pour ça que on voit, vous voyez, ce rouleau, ce piece of tissue, ce rouleau de tissu qui se déroule. Et ensuite, on a un choix qui est fait par Martin Scorsese d'être au milieu, inséré dans cette boutique de tissu. Donc on a des personnes qui vont passer devant la caméra. Et c'est pas grave, parce qu'en fait le but, c'est vraiment d'être au cœur des choses, d'avoir un point de vue qui n'est pas un point de vue objectif, c'est-à-dire en dehors de ce qui se passe, mais à l'intérieur de ce qui se passe, vous voyez, pour rappeler vraiment que Russell Bufalino, c'est un mec du milieu, vous voyez, c'est quelqu'un qui tire les ficelles. C'est pour ça qu'on est sur un point de vue qui est à l'intérieur des choses. Et là, on voit donc Russell Bufalino dans l'intimité de son bureau qui parle à quelqu'un. Hop, et ici on va avoir donc c'est pas un raccord à proprement parler, mais on va voir que le regard du personnage va accompagner le mouvement de la caméra. Et vous voyez, ce qu'il dit aussi également est en raccord avec la façon dont est filmée la scène. Il dit qu'est-ce qu'il cachait, il devait avoir des associés, ils en sont tous. Et vous voyez, on se retrouve avec une scène qui est filmée à l'intérieur d'un magasin de tissus, où on voit des personnes dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas les rôles. Et vous voyez, ça rappelle ce qui est le dialogue de Frank Sheeran. Vous voyez, ça fait écho, l'un et l'autre se répondent. Oui, là on voit tous ses partenaires, on ne sait pas du tout qui c'est des gens du milieu. Vraiment là on appuie son rôle de chef, mais vraiment c'est un chef qui est en fait une main de fer dans un gant de velours. Wanted to bribe a judge, you asked Russell. You didn't know how much to bribe him, Russell was going to tell you. Hop, donc Russell te le dit, et là il y a quelqu'un qui vient parler avec Russell. All right. I'll be right there. Et vous avez vu comment il est doux, comment il parle aux gens, comment il est chaleureux. Allez, là il va taper amicalement sur l'épaule de ce monsieur. Alors que c'est un putain de parrain de la mafia, quoi. C'est-à-dire que s'il a besoin d'exécuter quelqu'un, il le fait. Et pourtant, il se comporte comme quelqu'un de tout à fait cordial, de tout à fait gentil, quoi. Russ would tell you you could or you could not. Do me a favor. Go with Steve down to his place. Take Vito with you. And just hang around for a while. These guys keep coming around. Mais là, il vient juste de dire, de façon très douce, qu'en gros, il fallait les casser la gueule à une bande de mecs, quoi. Et là, on n'est plus sur le panoramique, là, on est sur un travelling avant, où on se ressente sur le personnage, et du coup, il va y avoir un changement de ton tout de suite dans la façon dont le personnage s'adresse. Ici, en fait, il s'adresse à la caméra, mais il y a un changement de ton dans son discours, dans ce qu'il dit. Et même dans les expressions de son visage, d'un seul coup, il devient beaucoup plus dur. Regardez, là, comme il a l'air méchant. Et après, si on continuait, voilà, en fait, ce mec va se faire buter dans ce barbier-là. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi on a utilisé le panoramique à cet endroit, je vais le rappeler, c'est pour avoir un point de vue à l'intérieur des choses. En faisant ce mouvement, on a du coup un rappel entre tous les événements qui se passent autour de Russell. On passe d'un protagoniste à l'autre, comme ça, et à chaque fois, la caméra, elle ne bouge pas. Vous voyez, c'est pour rappeler le rôle central de Russell au sein de cette organisation. La caméra passe de personnage en personnage, elle est au milieu de ce magasin de tissus,
et elle ne bouge pas. Vous voyez, on rappelle par la mise en scène le rôle de Russell. Voilà. Et ensuite, derrière, on a la direction des acteurs. On a un Russell qui est dans un premier temps très très chaleureux, qui parle très doucement, qui se fait servir une tasse de thé de façon très simple, voilà, qui presque dirait merci de me servir cette tasse de thé. Puis, de façon tout aussi gentille, il va demander à un mec d'aller casser la gueule à deux autres. Mais quand même, à la fin, on recentre sur le personnage avec ce travelling avant. Et là, on a un revirement dans l'acting de l'acteur. Tout de suite, des traits beaucoup plus durs au niveau de son visage. Et il dit, voilà, en gros, j'ai pas besoin que deux routes viennent à moi. En gros, il verrouille tout ce qui vient à lui, quoi. On passe à la séquence 3. Cette séquence, en réalité, elle est pas très intéressante. Je vous la montre juste pour faire un rappel à la séquence 1, où je vous disais que Martin Scorsese, par la mise en scène, nous fait vraiment ressentir le tiraillement de ce personnage entre ces deux mondes. Ici, c'est un autre exemple de ce dont je vous parlais. Du coup, on se retrouve dans une prison avec Jimmy Hoffa qui va avoir une discussion un peu houleuse avec Tony Pro, qui est un membre de la mafia. Je vais pas vous montrer l'entièreté de la séquence. Il y a un moment où je vais zapper, je vais aller un peu plus loin, parce qu'en réalité, c'est juste un dialogue où les deux personnages se disputent. Ce qui est intéressant, c'est au début et à la fin. On la regarde. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est au début et à la fin. Donc ici, on a Jimmy Hoffa qui est dans cette prison en train de manger une glace qu'il a sûrement eu grâce à un pot de vin ou je sais pas trop quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ici, on a un plan d'ensemble, on nous montre que la prison, elle est complètement vide. Enfin, en tout cas, que le réfectoire de la prison, pardon, est complètement vide. Donc si quelqu'un venait à venir le voir, évidemment qu'il le verrait. Mais, bizarrement, il est concentré sur sa glace, vous voyez, et hop, Tony Provenzano arrive, pouf, et dans sa mise en scène, dans son découpage, Martin Scorsese a décidé de ne pas nous montrer l'arrivée de Tony Provenzano par un plan d'ensemble. Alors, Jimmy Hoffa, tout au long de l'histoire, c'est quelqu'un qui se bat avec la mafia, mais qui finalement n'a pas vraiment le choix que de traiter avec eux. En gros, Jimmy Hoffa a besoin à plusieurs moments de l'histoire de faire appel à la mafia, mais même si ça le rebute. Pour autant, même s'il se sert de la mafia, c'est quelqu'un qui déteste les Italiens. Il y a plusieurs moments d'ailleurs dans le film où il fait des insultes racistes envers les Italiens. Et c'est quelqu'un qui du coup ne considère vraiment pas le milieu italien et qui est pourtant entouré de cette mafia. Et donc vous voyez, là on a le plan d'ensemble, voilà. Il fait pas attention, et hop, Tony Provenzano qui arrive un petit peu de nulle part alors qu'on voit bien juste avant que le réfectoire il est vide. Vous voyez, donc ça c'est encore un détail de mise en scène qui, voilà, nous fait un rappel de ce que vit le personnage, quoi. C'est-à-dire que il est entouré de ce milieu mafieux. Pour autant, même si, vous voyez, là il est sur sa glace en train de se concentrer à faire autre chose, et d'un seul coup ce mafieux vient le déranger, ce mafieux qui vient de nulle part, vous voyez, il le voit pas arriver, d'un seul coup, poum, il arrive dans le champ, vous voyez, comme ça, de façon inopinée, de façon brusque. Vous voyez, c'est un rappel par la mise en scène de ce que vit Jimmy Hoffa, qui est quelqu'un qui est obligé de travailler avec la mafia, même s'il n'en a pas envie. Et ensuite, à la toute fin, on a les deux hommes qui sont séparés, et on a donc Tony Provenzano qui est à droite, et Jimmy Hoffa qui est à gauche. Vous voyez ? Et là, qui c'est qu'on voit ? Frank Sheeran, qui est filmé en plan d'ensemble. Et où est-ce qu'il se trouve dans le cadre ? Ah ben il est à droite. Vous voyez ? Et je vous jure que dans Irishman, il y a beaucoup de détails dans ce style. Et là, vraiment, eh ben, en fait, on commence à ce moment de l'histoire, à comprendre que Frank Sheeran, en fait, finalement, sera lié toute sa vie à la mafia et qui va progressivement prendre le parti de la mafia aux dépens de Jimmy Hoffa. Et là, on nous le montre par l'image. Tony Provenzano et Jimmy Hoffa sont séparés l'un de l'autre. Jimmy Hoffa par la gauche, Provenzano par la droite. Et où se situe dans le cadre Frank Sheeran ? Il se situe à droite. Il y aurait eu plein de façons différentes, si vous voulez, de nous montrer l'isolement de Frank Sheeran dans cette maison de retraite. Il y aurait plein de façons de filmer ça, même par le plan d'ensemble. Si vous voyez là, le cadre, il est vraiment fait pour qu'on ait une distinction entre la gauche et la droite, et on a choisi de mettre Frank Sheeran à droite. Tout ça, c'est volontaire, c'est pas de la surinterprétation.
on passe à la séquence 4. Alors, cette séquence 4, en fait, c'est vraiment dans le film celle qui se déroule juste après la séquence 3. On va voir un ralenti, je vous dis rien, je vous laisse regarder, on en parle juste après. Ok, alors, là encore une fois, il faut vraiment contextualiser pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, on est à Little Italy à New York. Je vous ai dit, Irishman, c'est un film qui parle énormément de politique. Là, on est sur un meeting politique à Little Italy. C'est pour ça qu'on voit le rappel du drapeau italien partout. Vous voyez, le rouge, le vert, le blanc. Vous voyez, on voit un petit drapeau qui passe devant la caméra. Encore une fois, on a ce choix de Martin Scorsese d'avoir des objets qui passent devant la caméra pour nous montrer qu'on est vraiment au cœur des événements, qu'on n'est pas sur un point de vue objectif. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a un ralenti d'un homme qui se balade dans la foule. Ensuite, on a un bang qui correspond à un coup de feu. Ensuite, un cut où en fait on voit la réaction du meurtre de cette personne qu'on a vue ici. Ce meurtre se fait hors champ. On a le bang qui permet de faire un raccord avec ce plan qui est toujours en ralenti où on voit la réaction des personnages. Et on a ici, évidemment, le plan, il est composé de façon intelligente, puisqu'on a ici des panneaux qui nous donnent des indications sur ce qui est en train de se passer. Je vais expliquer juste après, mais c'est vraiment important qu'on ait ces panneaux. Et on a le dernier plan qui est le plus intéressant. On a un homme noir qui est du coup visiblement le meurtrier et qui se fait du coup enserrer, dont la main se fait enserrer par plusieurs mains blanches. Voilà. Donc là, on a clairement un message politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, donc c'est un meeting politique à Little Italy pour quelque chose qui a existé très succinctement, qui est la Ligue des droits civiques pour les Américano-Italiens. C'est-à-dire que dans la même lignée que les droits civiques pour les Afro-Américains, dont a été les grandes personnes comme Martin Luther King, Malcolm X, etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et en fait, il y a eu une petite émule de ce mouvement chez les Italiens, qui eux aussi considéraient qu'ils étaient victimes de discrimination raciale. Et je pense que dans une partie, c'est vrai, puisque dans Irishman, justement, Tony Provenzano est plusieurs fois victime d'injures raciales de la part de Jimmy Hoffa. Cependant, ce mouvement a existé pendant très peu de temps parce qu'en fait, c'était vraiment une couverture pour la mafia, en fait, pour blanchir de l'argent. Donc c'est totalement une arnaque, ce truc. C'est pas du tout un mouvement politique vraiment sincère, c'est une arnaque totale. Bref, cependant, ça existait et il y a des personnages dans Irishman qui sont, notamment Russell Bufalino, est complètement part dans ce mouvement. Alors peut-être idéologiquement, mais du coup, ça rappelle aussi les faits réels qui nous disent que c'était tenu par des gens de la mafia. Et donc, on a ensuite cet homme noir qui est pris en tenaille par des hommes blancs. Si vous voulez, dans la filmographie de Martin Scorsese, sur sa trilogie liée à la mafia, et vous ferez vraiment très attention, parce que moi j'ai revu les films dernièrement, donc je vous dis pas de bêtises, il y a dans Casino et dans Goodfellas surtout plusieurs moments où les hommes de couleur noire sont en fait utilisés comme prétexte par les Italiens. Il y a notamment un passage dans The Goodfellas où Joe Pesci et Ray Liotta sont devant un restaurant. Il y a un chauffeur de camion qui arrive devant ce restaurant, qui se gare, qui leur fait un petit clin d'œil. Le chauffeur de camion fait semblant d'aller aux toilettes dans le restaurant. Pendant ce temps-là, Joe Pesci et Ray Liotta volent le camion. Et quand le chauffeur de camion, après être sorti des toilettes, revient sur le parking et voit que son camion a disparu, il re-rentre dans le restaurant pour se donner un alibi. Et là, il dit « Il y a 2 noirs qui m'ont volé mon camion ». Pareil, dans The Goodfellas, il y a un casse à un moment du film qui est organisé par Robert De Niro, par Jimmy, je ne sais plus comment. Et le chauffeur de la voiture qui permet de faire ce casse est un homme noir. C'est Samuel Jackson, je crois, qui l'interprète. Et le mec est décrit vraiment comme un homme bête. Il est victime à plusieurs moments d'injures raciales. La mafia italienne a beaucoup utilisé les hommes noirs comme en fait des personnes pour faire des basses besognes.
Et là, on en a encore un très bon exemple où du coup, il y avait besoin de faire un meurtre à Little Italy parce que ce meurtre a été commandité par la mafia. Les mafieux ont décidé de demander ce meurtre à un homme noir. Vous voyez ? Et là, vraiment, pour moi, il y a un message politique très fort de Martin Scorsese qui est de rappeler que effectivement, les Italiens aux États-Unis ont été victimes de racisme, mais étaient également eux aussi des gens qui perpétraient le racisme, et notamment envers les communautés noires. Et d'avoir ce gros plan, vous voyez, de ces 5 mains blanches qui enserrent cette main noire, c'est évidemment un message politique, c'est évidemment une référence à tout ce que je viens de vous dire. Et vraiment, je vous invite à regarder à nouveau Goodfellas et à nouveau Casino. Il y a vraiment beaucoup de passages où il y a des injures racistes. Et dans Casino, c'est plus des injures antisémites, du coup, puisque c'est le personnage qui est joué par Robert De Niro est un juif. Et à plusieurs moments, il se fait insulter par Joe Pesci. Ça assure des injures raciales. Donc là, vraiment, pour moi, il y a un message politique. Et avant qu'on conclue sur Irishman et qu'on se quitte, je voulais vraiment vous montrer ce petit passage parce que ça va me permettre de débunker une polémique dont a été victime Martin Scorsese à la sortie du film. Il se trouve qu'il y a un personnage féminin, un des rares personnages féminins du film, qui est joué par Anna Paquin, qui est Peggy, la fille de Frank Sheeran. Et aux États-Unis, notamment, des militantes féministes ont reproché 2 choses à Martin Scorsese, déjà d'avoir fait un film où il n'y a principalement que des hommes, et deuxièmement, d'avoir le seul personnage féminin qui ne parle pas, parce qu'effectivement, Peggy parle très très peu au long du film. Alors je vais débunker ça très facilement. Déjà, premièrement, c'est un film qui se passe au XXe siècle et qui, effectivement, met en scène beaucoup d'hommes. Mais voilà, c'est un film qui se veut un peu historique. Donc, effectivement, la société change, mais à l'époque, les hommes de pouvoir étaient des hommes masculins. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un souci de montrer des hommes à l'écran. Et encore une fois, est-ce que vraiment c'est un souci de faire une histoire qu'entre hommes? Si on peut faire une histoire qu'avec des femmes, on peut aussi avoir une histoire qu'avec des hommes. Pour moi, ce n'est pas un souci. Deuxièmement, le personnage de Peggy n'est pas mutique. Il est mutique uniquement envers Frank Sheeran. Parce qu'en fait, Peggy, c'est la conscience de Frank Sheeran, symboliquement dans le film. C'est la seule fille de Frank qui se rend vraiment compte de ce que fait Frank. Il y a plein de scènes dans le film où on le voit rentrer de ses petites affaires. Il arrive dans la cuisine, qui c'est qu'il rencontre? Sa fille, qui le regarde d'un regard glacial, qui le juge, mais sans lui parler. Et vu que le film est raconté du point de vue de Frank Sheeran, Peggy parle très très peu, parce qu'en fait, ce sont les rapports que Frank Sheeran a avec sa fille, qui ne lui parle quasiment pas. Cependant, il y a beaucoup de scènes dans Irishman, et notamment celle que je vais vous montrer là, où Peggy n'est pas du tout muette. En fait, elle parle à d'autres personnages, à d'autres protagonistes de l'histoire, qui ne sont pas Frank Sheeran. Mais le personnage, en réalité, n'est pas mutique. C'est juste que, puisqu'il est raconté du point de vue de Frank Sheeran, on n'entend quasiment pas Peggy, parce que Peggy ne parle pas à son père. Mais comme on va le voir, elle parle tout à fait à Jimmy Hoffa, et c'est pas du tout dans une volonté de la mettre en retrait par rapport à l'histoire. C'est vraiment ce rôle qui lui a été donné par Martin Scorsese de conscience morale. Vous voyez, elle est la juge de son père. Vous comprenez? Donc c'est pas du tout une histoire de discrimination parce que ce serait une femme. Vous voyez? On regarde l'extrait puis on conclut. Vous voyez, on a vraiment ce que je vous disais. Donc, elle démarre la danse avec Jimmy Hoffa. Donc il se trouve que dans l'histoire, elle adore Jimmy Hoffa. Donc elle est très joyeuse de faire cette petite danse avec Jimmy Hoffa. Ils discutent ensemble, tous les deux. Vous voyez, on la voit profiter de ce moment, on la voit parler. Et vous voyez, à partir du moment où elle tourne la tête et qu'elle voit le regard de son père, d'un seul coup, elle se tait. Elle se ferme comme une huître. Vous voyez? Encore une fois, c'est un détail de mise en scène. Voilà. C'est pas du tout un... Enfin, il n'y a pas lieu de faire une polémique pour ça. C'est vraiment un détail de mise en scène. Et je suis vraiment désolé pour ces personnes qui ont cru... je sais pas, à la misogynie de Martin Scorsese, mais tout ce que je peux leur dire, c'est voilà, essayer d'apprendre la narration au cinéma, essayer de comprendre ce que c'est la mise en scène, et ça se passera mieux pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que ça aura été suffisamment clair.
Je vous invite en commentaire à me donner par exemple votre ressenti sur le film, à me donner par exemple plus de détails si vous en avez, à me reprendre sur ce que j'ai éventuellement pu dire comme bêtises tout au long de cette analyse. Et vu que c'est la fin d'année, je vous souhaite également à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère vous revoir en 2021 sur Overlook. Ciao.